Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce format de la GEM vous questionne, ce second format qui devait être publié dans le cadre de notre journée du mois d'avril sur la jeunesse, mais qui, pour des raisons de calendrier, est publié un peu en retard, mais nous préférons faire un travail de qualité pour vous le présenter. Donc aujourd'hui, je reçois Monsieur Antonin Dubois, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Monsieur Dubois, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez travaillé sur l'histoire des étudiants, l'enseignement supérieur sur une période donc, du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Tout bien. Donc, on vous invitait pour vous poser quelques questions sur votre sujet, les étudiants et en général. Donc, on va commencer par une première question assez sympathique. Pourquoi vous avez décidé de porter vos recherches sur les mouvements étudiants de la jeunesse, et notamment franco-allemande? Alors j'ai eu la chance de faire mes études dans un cadre franco-allemand et j'ai découvert l'histoire allemande des étudiants assez précocement par un exercice tout à fait classique de commentaire de documents où j'ai eu à travailler sur un discours tenu à une commémoration étudiante, une fête étudiante, premier grand rassemblement libéral en 1817 au château de la Wartburg, qui m'a fait découvrir qu'il y avait une histoire des étudiants et progressivement donc je me suis intéressé dans le cadre de lecture personnelle, forcément dans les deux pays dans lesquels j'étudiais, et ça m'a amené dans mon mémoire de master puis dans ma thèse à comparer les deux pays et les organisations étudiantes de ces deux pays au XIXe siècle. Du coup, pour revenir sur l'état de la recherche, quel est l'état de la recherche actuellement sur les étudiants, les milieux étudiants en général? C'est un sujet qui est plutôt beaucoup recherché, abordé, et est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce sujet? Alors évidemment, ça dépend de la période que vous considérez. Sur la période post-Seconde Guerre mondiale, et puis surtout depuis les années 1960, il y a beaucoup de travaux, mais parce que c'est aussi évidemment un champ interdisciplinaire où il y a des historiens, historiennes, sociologues en sciences politiques. Mais si on s'intéresse, en restant dans le cadre en tout cas d'histoire contemporaine, à la période préalable à la Seconde Guerre mondiale, c'est en fait un champ qui est assez peu investi en France. C'est différent en Allemagne parce qu'il y a une histoire aussi plus corporatiste de ces groupes et mouvements et corporations étudiantes. Mais pour parler de la France, il y a eu quelques travaux dans les années 60, 70, 80, et il y a eu une poussée au tournant des années 80-90, avec un livre de Yolande Cohen, avec surtout, le plus important, la thèse de Jean-Claude Caron, parue en 1991 sur les étudiants de Paris durant la première moitié du XIXe siècle. Il y a eu ensuite, en 1995, la création du groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants, le GERM, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui allie des historiens et historiennes de profession à plutôt des personnes qui sont passées par les mouvements étudiants et qui s'intéressent à leur histoire. Et ça aboutit en 2002 à un livre de Pierre Moulinier sur les étudiants en France au XIXe siècle. Et en fait, c'est un peu retombé. Il y a eu dans les années 2010, de nouvelles publications, évidemment, ça n'a pas été complètement ignoré, mais on a un peu l'impression que ça aurait pu monter en puissance. J'aurais pu citer aussi Jean-François Sirinelli sur les Cagneux et les Normaliens, etc. C'est un champ où il reste effectivement beaucoup de choses à faire. Si on s'intéresse donc à cette période 19e, première moitié du XXe siècle. Il y en a d'autres que moi qui travaillent sur le sujet. Collègue Sarah Legrand-Jacques pourra parler, avec qui je travaille sur les mobilités étudiantes, notamment depuis les empires indiens, enfin britanniques et français, donc en Inde et en Indochine, etc. Mais on peut réfléchir à un ensemble de nouveaux sujets. Récemment, Amélie Puch a publié sa thèse sur les étudiantes, l'accès des étudiantes à l'université sous la Troisième République, mais pour la période directement postérieure, un petit peu moins, pour le coup, sur les étudiantes, une fois que l'accès des femmes s'est quelque peu normalisé, et sur les mouvements dont on va beaucoup parler, les mouvements, les organisations étudiantes, l'entre-deux-guerres reste encore assez peu étudié, même s'il y a eu évidemment des choses. D'accord, donc avis aux amateurs potentiels qui peuvent nous regarder ou aux futurs étudiants, il y a encore du travail à faire pour ceux que ça peut intéresser. Est-ce que ces mouvements de jeunesse y répondent à une volonté de la part des jeunes à jouer un rôle important dans la société dans laquelle ils vivent?
Alors, si on reste sur les mouvements étudiants, en grande partie, oui, mais mouvements de jeunesse de manière plus générale, hein, c'est évident, selon évidemment des modalités très différentes. Le mouvement de jeunesse ouvrier qui peut être lié au Parti socialiste en cours de construction en Europe au 19e, 20e siècle. Si on parle des étudiants, ce rassemblement de la Wartburg de 1817, c'était notamment par des anciens volontaires, étudiants volontaires dans les corps francs contre les armées napoléoniennes, qui ont été très déçus par le Congrès de Vienne, hein, qui veulent combattre pour une Allemagne unifiée. On est encore une période d'une grande Allemagne unifiée, hein, de l'espace germanophone, mais c'est un exemple, hein, et jusqu'à tout au long des décennies suivantes, il y a un souhait de participer en tant que jeune, et progressivement à partir de la fin du XIXe siècle, spécifiquement en tant qu'étudiant, en tant que part de cette élite la plus éduquée de la population, à la vie de l'université et à la vie de la société, là encore une fois, sous des formes qui peuvent être variées. Peut-être maintenant un petit point sur le cadre général et historique du coup de votre période. Est-ce que comment le développement des universités européennes a développé sur votre période? Est-ce qu'il y a des différences majeures qu'on peut observer entre les différents systèmes universitaires, français et allemands notamment, et comment le contexte politico-social a influencé le monde universitaire européen? Alors, le 19e siècle, et surtout la seconde moitié du 19e siècle, est une période de transformation profonde du milieu universitaire en Europe, de modernisation de ces systèmes universitaires, puisqu'il n'y a pas un système unique, hein. Même dans l'espace allemand, on parle parfois du modèle humboldtien, créé par Wilhelm von Humboldt au début du 19e siècle. Ça prend différentes formes. Entre la France et l'Allemagne, évidemment, la France qui a supprimé ses universités d'Ancien Régime en 1793, qui refonde progressivement jusqu'à la reconstitution des universités en 1896, et selon un modèle très centralisé, où le ministre de l'Instruction publique, pendant très longtemps, voit sur tout, hein, décide la moindre petite chose qui se passe dans les facultés parisiennes comme de province, et un modèle beaucoup plus décentralisé, comme ça peut exister en Allemagne, ou sous une forme complètement différente, ou très largement différente en Grande-Bretagne, par exemple, et des modèles plus intermédiaires, qui seraient les modèles italiens, influencés par les réformes napoléoniennes, ou encore espagnols. Donc on a accroissement du personnel enseignant, très fort accroissement des effectifs étudiants, hein. Alors c'est pas la période de massification des années 1960 et puis de la seconde massification de la fin du XXe siècle, mais quand même une forte croissance, diversification, hein, de plus en plus d'étudiants étrangers, hein, des mobilités étudiantes qui vont croissantes, et donc aussi, pour simplement un dernier aspect, le premier accès des femmes à l'université à partir des années 1860-70 en Suisse, en Italie, à peine plus tardivement en France, et au tout début du XXe siècle pour l'Allemagne, par exemple. Oui, d'accord. Du coup, ces différences peut-être entre ces systèmes, elle peut aussi s'expliquer par les différences d'organisation politique. Une Allemagne qui est quand même un État de base plus centralisé que la France, ou très centralisé depuis l'époque moderne quand même. Ça fait ça aussi. Alors évidemment, parce que ce qui a joué, c'est la création beaucoup à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne d'universités par chaque seigneur, hein, qui voulait, ou presque, en tout cas s'il avait un territoire et une puissance suffisante, sa propre université. Et effectivement, il n'y a pas de ministère fédéral pour les questions d'éducation à tout niveau sous l'Empire allemand, l'Allemagne unifiée créée en 1871. Il y a le modèle prussien, enfin le rôle prussien qui reste prédominant. La Prusse, c'est 10 universités sur 21 sous l'Empire, donc effectivement, c'est un poids immense, mais la structuration politique, évidemment, joue un rôle, enfin, influence le modèle universitaire, c'est évident. D'accord. Maintenant, on va peut-être passer à comment on peut voir les étudiants comme un groupe social. Si je ne me trompe pas, c'est un peu votre sujet de thèse. En quoi les étudiants forment-ils un groupe social distinct dans cette société du 19e, début 20e? Alors moi, ce qui m'a intéressé, l'approche que j'ai adoptée, la question que j'ai suivie pour ma thèse de doctorat, c'est que c'est facile de savoir ce que c'est qu'un étudiant, puisqu'il faut une démarche administrative pour être étudiant. En tout cas, avoir officiellement le statut d'étudiant, on l'obtient en s'inscrivant dans un établissement d'enseignement supérieur. Et la question que je me suis posée, c'est quand est-ce que les étudiants ont pu éventuellement être autre chose
qu'une collection d'individus qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur. Et je me suis rendu compte que, malgré toutes les différences qu'on vient d'esquisser, en France comme en Allemagne, il y a un retournement qui se passe au tournant des années 1870-1880, donc au moment où les deux nouveaux régimes, c'est pas innocent, commencent à s'installer, alors l'Empire allemand plus facilement que la Troisième République, mais tout de même, et où il y a un nouveau regard des autorités sur ces mouvements étudiants, ces étudiants comme collection de personnes potentiellement subversives. Évidemment, participation des étudiants aux révolutions, notamment de 1848. Il y a un historique qui fait que le pouvoir politique, quelle que soit sa couleur ou sa forme précise, ait été effrayé par les rassemblements étudiants au cours du XIXe siècle. Et quelque chose se joue donc ce tournant des années 1870-1880 qui permet l'épanouissement d'organisations, associations, corporations de plein de formes différentes étudiantes au cours de cette période. Alors en France, il y avait une répression très forte auparavant de cet associationnisme étudiantin. En Allemagne, ça s'était déjà libéralisé après la Révolution de 1848 et surtout à partir des années 1860. Mais véritablement, il y a un nouveau rapport entre les organisations étudiantes et le pouvoir universitaire et politique. Et progressivement, ça permet à ces organisations de devenir les représentantes reconnues de ces étudiants, qu'ils soient membres de ces organisations ou non, et un nouveau rapport qui se construit, à la fois des associations, des organisations qui sont voulues, souhaitées et reconnues par les étudiants mêmes comme pouvant les défendre, représenter leurs intérêts, et de l'autre côté, du côté du pouvoir universitaire comme politique, les reconnaître comme légitimes à être en quelque sorte les porte-parole des étudiants dans leur ensemble. D'accord, merci beaucoup. Du coup, vous avez commencé à répondre et on a fait la transition vers la question suivante. Comment ces groupes étudiants, ces étudiants sont perçus par les autorités de ces pays? Alors, quelques mots, du coup, peut-être. Comme je le disais, il y a vraiment ce retournement au tournant des années 1870-1880, mais par exemple, outre d'autres textes plus généraux, comme dans le Code civil, qui restreint déjà fortement le droit d'association en France au long du XIXe siècle, avant la loi de 1901, il y a un texte, l'ordonnance du 5 juillet 1820, qui est adoptée après deux grandes mobilisations étudiantes, l'un en rapport avec un professeur, l'autre, il y a eu des manifestations contre la loi du double vote, cette fameuse loi de 1820 qui permettait aux plus imposés de voter deux fois, et une manifestation à Paris, lors duquel un étudiant en droit, Nicolas Lallemand, est tué par un garde d'une balle, et qui devient un martyr des étudiants, et qui directement conduit à l'adoption de ce texte assez répressif, sous couvert de régler des questions d'inscription dans les facultés. En France, il y a beaucoup de mal, et c'est presque de se défaire de ce modèle un peu répressif, et j'ai montré dans ma thèse que c'est presque par hasard, au détour d'un nouveau règlement, que ces textes qui empêchaient la création d'associations au sein ou à l'extérieur des facultés est supprimé, simplement parce qu'on trouve que ce n'est plus justifié. Mais il n'y a pas du tout de texte de loi qui dit que maintenant on autorise les associations. Ça se fait un peu avec la construction du régime et avec la réforme de l'enseignement supérieur. Encore une fois, en Allemagne, c'est un petit peu différent. En Allemagne, au contraire, ensuite, pour finir là-dessus, sous l'Empire, ça reste plus répressif sur les mouvements jugés potentiellement subversifs ou dangereux. Par exemple, c'est très difficile, c'est impossible de fonder une association étudiante social-démocrate avant 1914. C'est risquer des sanctions. Alors qu'en France, il peut y avoir des associations de toutes les couleurs politiques sans qu'elles soient inquiétées sous la Troisième République. Aujourd'hui, quand on parle d'étudiants et de leurs caractéristiques un peu socio-économiques, on peut malheureusement penser à la précarité. Est-ce qu'à cette époque, il y a déjà des caractéristiques socio-économiques de ces étudiants? Et si oui, quelles sont-elles? Alors déjà, c'est un point très important qui facilite la construction comme groupe, c'est que la population étudiante en France, en Allemagne, à cette époque, avant 1914, ça s'ouvre légèrement dans l'entre-deux-guerres, mais de manière limitée, c'est 1 à 2% d'une classe d'âge. On parle aussi depuis les années 1980 de 80% d'une classe d'âge jusqu'au baccalauréat. Là, on est sur une toute petite élite sursélectionnée, où on manque souvent de données socio-économiques. Ce qui est évident, c'est que la bourgeoisie intellectuelle est surreprésentée, les enfants, notamment les fils de la bourgeoisie intellectuelle, sont surreprésentés.
et que c'est un milieu tout à fait favorisé. Il n'empêche que tout au long du XIXe siècle, la figure qu'il incarne, notamment de manière littéraire, c'est Jules Vallès. Il y a ce mythe de l'étudiant pauvre, qui a été une réalité sociale, et Jacques Verger a montré qu'au Moyen-Âge, il y avait des étudiants pauvres aussi, il y a toujours eu une certaine diversité, même si ça reste l'exception. Et à la fin du XIXe siècle particulièrement, on s'inquiète d'un nouveau prolétariat intellectuel, justement face à cette augmentation du nombre d'étudiants. On craint qu'il y ait trop de diplômés qui n'arrivent pas à trouver un emploi et qui ensuite deviendraient les cadres intellectuels du mouvement révolutionnaire et menaceraient l'ordre socio-économique. C'est évident qu'il peut y a pu exister des difficultés, mais ça relève bien souvent de l'exagération et de la peur politique. Du coup, en parlant de peur politique, on peut maintenant aborder la question de cette politisation et mobilisation étudiante. Comment ces étudiants ils se politisent en France et en Allemagne? Est-ce qu'il y a des différences? Alors oui, il y a des grandes différences. Alors pour simplifier là sur donc cette période de fin 19e, tout début 20e siècle, ce que j'évoquais avant, il y a là, à partir du moment où les organisations étudiantes sont autorisées, tolérées, même si elles doivent toujours être validées pour être autorisées, il y a une grande différence, c'est qu'en France, au plus tard, au tout début des années 1900, on retrouve des groupes étudiants politiques allant des socialistes révolutionnaires internationalistes jusqu'à l'Action française, en passant par les bonapartistes, en passant par tous les degrés du républicanisme de l'époque, des plus modérés aux plus proches des socialistes. Il y a un vrai milieu politique étudiant qui se développe au plus tard dans les années 1900. Je l'évoquais, en Allemagne, c'est plus compliqué. Il y a des groupes libéraux qui commencent à être construits, mais de manière plus générale, dans les deux pays, mais c'est très très fort en Allemagne, il y a un rejet certain, c'est le rejet de la politique de parti. L'idée que les étudiants, en tant que futurs cadres intellectuels, politiques, économiques de demain, doivent d'abord apprendre à se situer au-dessus des partis, à prendre part à la vie politique de manière plus décalée, avec un certain recul critique, plutôt que de s'engager trop précocement. On revient là dans la thématique d'histoire de la jeunesse, de formation, de s'investir trop précocement dans un parti politique, et que les partis politiques ne doivent pas faire partie de la vie interne des universités. Et cela, ça se perd au plus tard en Allemagne comme en France, mais en France ça avait déjà commencé au lendemain de la Première Guerre mondiale, où là aussi en Allemagne, avec la démocratisation apportée par la République de Weimar, on a des étudiants communistes jusqu'aux étudiants nazis dont l'association est formée très précocement en 1926 et qui obtient même la majorité dans les organes électifs représentatifs dès 1930-1931, c'est-à-dire que les étudiants sont précurseurs, en tout cas les étudiants engagés, précurseurs dans la montée et l'accession au pouvoir local universitaire, dans ce cas-là, de cadres nazis ou proto-nazis d'une certaine manière. D'accord. Pour revenir du coup à cette question de l'engagement pour des causes, du rôle qu'ils jouent dans les cadres peut-être de mouvements après, et sur ces mobilisations étudiantes, des combats qu'ils mènent qui peuvent être différents du coup selon les pays, vu qu'il y a une différente réaction de la part des institutions en place. Quelles sont les grandes causes mobilisatrices pour ces étudiants, du coup avant la guerre et peut-être un peu dans l'entre-deux-guerres? Quel rôle ils jouent dedans, notamment dans les mouvances nationalistes ou révolutionnaires? Et en quoi du coup c'est différent entre la France et l'Allemagne? Voilà. Vaste question. Peut-être partir du cas de la France, que c'est plus simple. Lorsque les premières associations sont créées officiellement et même soutenues par l'université et le pouvoir républicain, ça s'appelle les associations générales des étudiants. La première est fondée sous le nom de Cercle des étudiants à Nancy en 1877. Et puis à partir des années 1880, l'hiver 1883-84, il y a l'Association générale des étudiants de Paris qui est fondée et qui lance vraiment une dynamique. Évidemment, c'est la plus proche du pouvoir. Il y a deux enjeux. Un, c'est rassembler tous les étudiants. C'est vraiment général, c'est parce que c'est de dire il ne faut pas que les juristes restent entre eux, que les carabins, comme on dit pour les étudiants en médecine, restent entre eux, etc. Il faut qu'on se regroupe dans une association, donc se connaître, créer une solidarité étudiante plus générale. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est défendre leurs intérêts d'abord matériels et intellectuels.
Ils obtiennent des réductions auprès de commerçants, auprès de personnel de santé, auprès de théâtres, etc. Il n'y a pas encore la carte étudiant qui permet les réductions automatiques, et donc eux cherchent à obtenir ce genre de réduction. Ensuite, ça se diversifie. Ça peut être pour régler des problèmes avec des professeurs ou c'est particulièrement fort chez les étudiants en médecine qui sont mécontents avec leur cursus, leurs études, donc revendiquer une réforme des études. Un autre problème donc dans ce milieu étudiant de la fin du 19e, encore ultra majoritairement masculin, c'est le service militaire. Donc plusieurs mobilisations au moment, en France, des trois grandes réformes du service militaire de 1889, 1905, 1913. On retrouve la même chose en Allemagne, de manière un peu différente, c'est que là c'est selon la division religieuse de l'Allemagne entre protestants et catholiques. Il y a eu plusieurs projets de loi catholiques pour permettre aux étudiants en théologie des deux confessions et donc aux jeunes pasteurs ou prêtres d'être dispensés de service militaire. Et là, un certain nombre d'étudiants protestants en théologie protestante se mobilisent pour dire que les catholiques n'ont pas à parler en leur nom et refusent, et eux veulent servir leur patrie en effectuant un service militaire normal. Et autre cause liée aux transformations du système universitaire ou de la vie des universités que j'évoquais, des mobilisations déjà à caractère xénophobe et ou antisémite dès les années 1900 dans les deux pays, dire qu'il y a trop d'étudiants étrangers, alors particulièrement les ressortissants de l'Empire russe, qui sont les plus nombreux dans les deux pays parmi les étrangers à l'époque. Dans l'entre-deux-guerres, en 1935, il y a même une grève des étudiants en médecine en France contre la présence d'étudiants étrangers pour limiter la possibilité pour les étrangers, même s'ils sont naturalisés français, de pouvoir s'installer comme médecins. Là aussi, parfois avec une dimension antisémite, mais sinon, de nouveau, également dans l'entre-deux-guerres, toutes les questions, alors les questions socio-économiques commencent à jouer un rôle plus important. Ça commence tout juste avant la guerre. En 1913, par exemple, il y a un grand congrès à Munich sur la question du logement étudiant, une question vraiment d'actualité, mais qui se posait déjà à l'époque dans les petites villes universitaires comme dans les grandes, et qui se déploie de manière plus marquée dans l'entre-deux-guerres. Ça fait partie de certaines des grandes thématiques. Et évidemment, il y a mille et une autres petites mobilisations, mais pour les grandes lignes, c'est cela. Donc on a parlé d'étudiants étrangers, une question dont on pourra revenir tout à l'heure sur certaines choses. Et on a aussi du coup parlé de ces luttes. Est-ce qu'il y a des luttes, des moments où ces étudiants sont mobilisés et ont fait plier les institutions d'État en place pour une question ou pour une autre ? Alors plier, oui, enfin il y a pu avoir, alors si on pense encore une fois à la question du service militaire en France, c'est pas forcément un rapport de force aussi direct, voilà, parce que les étudiants ne se situent pas forcément ouvertement dans l'opposition, la confrontation, c'est plutôt profiter de leur rôle privilégié, de leur place privilégiée avec des relais directs. Il est assez courant que au moins le président de l'association des étudiants de Paris soit reçu par le ministre de l'Instruction publique, par le président de la République, par le président du Conseil. Ça reste un petit monde, c'est un petit peu différent en Allemagne, donc c'est plus dans l'accompagnement, mais en tout cas obtenir, notamment au moment de la loi de 1905 donc, qui généralise les 2 ans pour tous, et puis au moment de celle de 1913 sur les 3 ans pour tous, quelques petits aménagements, tout en déclarant se rester dans le cadre égalitaire républicain, parce que ce sont des bons républicains, ils se considèrent bons républicains, fidèles au régime et loyaux, mais sur un ensemble de mesures, il y a pu avoir des victoires, évidemment, dans les revendications étudiantes de cette époque, oui. D'accord. Depuis le début, on a pu le voir, ce sont des milieux, donc des petits milieux où les gens se connaissent. Donc ça vous permet d'aborder la question de la sociabilisation de ces étudiants. Comment elle se développe entre eux, au sein notamment des universités? Il y a des cercles, des cafés, des sociétés comme on a pu voir chez les grands intellectuels de l'Europe. Alors, effectivement, d'abord, avant même la vraie généralisation de ces organisations étudiantes à la fin du XIXe siècle,
vous l'avez dit, le milieu universitaire, le milieu estudiantin, c'est un petit milieu, donc on se retrouve dans des cafés autour des bâtiments universitaires, on forme des petits groupes informels pour échanger, etc. Ça se maintient tout au long de la période, et encore, on pourrait dire même jusqu'à aujourd'hui. Quand les organisations étudiantes sont créées, stabilisées et commencent à prendre de l'importance, il s'agit effectivement de permettre à leurs membres de se retrouver dans des lieux donnés. Et là, c'est à partir des années 1880 une grande campagne d'acquisition puis de construction de locaux. Alors ça peut être d'abord commencer dans une salle de café, louer une salle de café, jusqu'à la construction de maisons qui existent parfois toujours. Celle de Lille, le bâtiment a été détruit, mais la façade existe toujours. Il y en a eu une à Nancy. À Paris, c'est maintenant un bâtiment officiel, mais le bâtiment est toujours debout, qui a été ouvert en 1910. Et on retrouve exactement la même chose en Allemagne, où là, non seulement elles sont toujours debout, mais comme beaucoup des corporations étudiantes du 19e siècle en Allemagne existent toujours aujourd'hui, les membres se retrouvent, voire vivent toujours dans ces maisons que, notamment dans les petites villes universitaires du sud-ouest de l'Allemagne, sont en plein centre de la ville universitaire et sont visibles avec les drapeaux à l'extérieur, le nom de la corporation, etc. Et ça devient des lieux de rassemblement vraiment importants. Et justement, quand on veut se rassembler parce qu'il y a un problème avec un professeur, parce qu'on veut lancer une manifestation, eh bien, on peut se rassembler dans ce lieu bien identifié. On se retrouve devant, membre ou pas membre de l'association. On se donne rendez-vous devant le local de l'association. Et puis sinon, il y a toute la partie plus conviviale, avec des salles de lecture, des fumoirs, des salles de jeu, des représentations théâtrales ou de chant qui peuvent avoir lieu de manière très régulière pour entretenir la sociabilité, l'amitié, la convivialité entre les membres. Du coup, comme on a pu le voir, c'est des lieux qui peuvent servir à beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Et du coup, est-ce que ces lieux de sociabilité ont favorisé la circulation d'idées, notamment politiques, et du coup, ce qui a peut-être permis, comme on pouvait le dire tout à l'heure, notamment via les étudiants étrangers, donc avec une diffusion à l'international, ou déjà même au sein d'un pays à partir d'un épicentre? Alors, ça a pu, là aussi, dans des cafés déjà au milieu du deuxième tiers du 19e siècle. On sait que des étudiants républicains sous le Second Empire pouvaient fréquenter les lieux des opposants républicains à l'Empire, qui se retrouvaient dans le quartier latin à Paris notamment. Ensuite, effectivement, au sein des organisations plus identifiées, les associations générales des étudiants dont je parlais n'avaient pas de couleur politique officielle, mais ils étaient dans leur extrême majorité, et notamment ceux qui arrivaient dans les bureaux de l'association, etc., républicains. Ça pouvait être différentes variations du républicain, mais fidèles en tout cas à la Troisième République, tout à fait insérés dans le système politique et social de la Troisième République. La même chose côté allemand, avec les corporations ouvertement fidèles à l'empereur et à l'empire, tout à fait là aussi intégrées dans le système impérial, et qui forcément conduisent à forger un sens politique commun parmi les membres, au moins les membres les plus engagés. Pour parler d'un rayonnement avec les étudiants étrangers, alors là c'est très différent parce que généralement dans les associations étudiantes françaises, les étrangers avaient le droit de devenir membres. C'était pas le cas dans les corporations étudiantes allemandes, seulement dans quelques associations particulières. Sinon, il y avait des associations d'étudiants étrangers. Il y avait l'association des étudiants grecs de Montpellier, l'association des étudiants russes de Berlin, voilà, plus par regroupement national, là, de reforger des liens alors qu'on est loin de chez soi. Mais oui, ça a pu servir de centre intellectuel. De toute façon, le prestige de l'université allemande, principalement au XIXe siècle, mais aussi de la vie intellectuelle française, a pu servir de lieu qui favorise le développement des idées. On sait que des étudiants, notamment roumains par exemple, étaient à Paris au moment de 1848, de la Révolution,
et se sont rendus ensuite en Valachie pour faire leur propre révolution inspirée par Michelet et par ce qu'ils ont vu en février 1948 à Paris. Et ça a pu être le cas ensuite, dans un contexte moins révolutionnaire, mais tout de même de s'inspirer de ce qu'ils ont pu voir scientifiquement, intellectuellement, culturellement au cours de la fin du 19e et au cours de l'entre-deux-guerres de même. Et on va changer un peu de sujet. On peut supposer que du coup dans ces associations étudiantes, il y a des rites, des traditions ou même parfois des tenues vestimentaires. Alors j'ai un exemple en allemand que je vais lire parce que voilà, les Studentenverbindungen. Désolé pour la prononciation. Est-ce qu'ils participent à une construction identitaire de ces milieux? Alors côté allemand, c'est très très fort, puisque alors d'abord au sein de ces corporations, donc les Studentenverbindungen qui est l'appellation générale, mais ensuite il y a les Burschenschaften, Landsmannschaften, les corps, etc. Elles se distinguent selon leur type de recrutement, leur positionnement politique, idéologique, etc. Mais elles ont en commun d'avoir un côté très traditionnel, ou en tout cas le poids du symbolique est fort, où à minima les membres doivent tous porter une écharpe, un ruban en écharpe aux couleurs de la corporation, éventuellement un couvre-chef aux couleurs de la corporation elle aussi, et parfois lors de cérémonies plus officielles, l'anniversaire de la corporation par exemple, on est en uniforme complet. Un uniforme très clairement d'inspiration militaire, qui n'est pas un uniforme d'officier ou sous-officier, mais d'inspiration militaire. Et là, il faut défendre les couleurs de sa corporation, s'imposer dans l'espace public pour défendre les couleurs de sa corporation. Côté français, c'est beaucoup plus sobre. Tout au plus, c'est l'invention de ce qu'on appelle la faluche, qu'en fait, à la fin du XIXe siècle, personne n'appelle la faluche, ça a été une appellation plus tardive, mais qui est la même chose, c'est le béret étudiant, c'est comme ça qu'on l'appelle à la fin des années 1880. En fait, des étudiants français vont en délégation à Bologne pour le 8e centenaire en 1888 de l'Université de Bologne, et se disent, tous les étudiants d'Europe ont leur signe distinctif, nous, Français, nous n'avons rien. Et donc, ils reviennent avec cette idée de béret, où généralement, il y a deux couleurs qui sont portées, la couleur de son université, et la couleur de sa faculté, où peuvent s'ajouter ensuite éventuellement le symbole de son association, mais c'est pas forcément obligatoire. Mais c'est pas les faluches qu'on peut voir au XXIe siècle, remplis de pins très colorés, mais ce n'était pas aussi plein, on veut dire, c'était beaucoup plus sobre en cette fin de XIXe siècle. Et encore, pas toutes les étudiants ne la portaient, c'était beaucoup moins marquant que les uniformes et surtout le ruban et la casquette des corporations allemandes. Petite question qui me vient du coup en vous écoutant, plus du coup tournée sur le monde allemand. Déjà, est-ce que ces tenues sont portées tout le temps par les étudiants? Ah non, l'uniforme c'est vraiment que pour certaines cérémonies ou pour se prendre en photo à les nouvelles recrues au début d'un nouveau semestre, etc. Par contre, dans les règlements, il est absolument obligatoire, sous peine d'amende, de porter constamment son ruban. Aux couleurs de la corporation. Il faut être identifiable comme membre de la corporation. Ça, c'est à la fin du XIXe siècle, c'est une obligation. D'accord. Est-ce que ça peut s'expliquer, ça, cette volonté ou plutôt cette multiplication des uniformes dans le monde allemand par ce qu'on appelle la société caserne allemande, une société très militarisée, et donc, comme vous disiez, de reprise des terres? Alors, il y a une fascination parmi une part. Alors, c'est la part la plus visible, la mieux insérée socialement donc dans ce système impérial, où beaucoup, même la quasi-totalité, après leur service militaire, deviennent sous-officiers de réserve, voire poursuivent. Donc oui, il y a un côté très militaire qui joue aussi avec d'autres, je ne l'ai pas dit avant, mais d'autres formes de traditions, de pratiques très répandues en Allemagne et qui n'existent pas et qui disparaissent complètement à la fin du XIXe siècle en France, qui sont la pratique ritualisée du duel. Avec un entraînement très régulier et la pratique de duels qui ne sont plus forcément liés à une offense. Alors d'abord, on pouvait demander réparation en cas d'offense, mais là, les corporations inventent dans les années 1880 des duels programmés où il n'y a pas d'offense, mais c'est deux corporations qui vont présenter 3-4 combattants, et on y assiste de manière collective, là aussi renforcer le sentiment d'appartenance collective, en programmant des duels entre différents combattants de deux corporations. Et l'autre grand rituel, c'est pas un cliché, c'est la beuverie collective.
là aussi programmés chaque semaine, par exemple, avec des chants, là aussi renforcés, des chants patriotiques, des chants estudiantins, là simplement entre membres de la corporation, entre membres actifs de la corporation, et là, encore une fois, pour renforcer le sentiment d'appartenance, ce dont se moque... Alors, les étudiants français de la fin du XIXe siècle sont à la fois très jaloux de ce sens du collectif allemand, de solidarité très forte. On devient membre à vie d'une corporation, ce qui n'est évidemment pas le cas dans les associations françaises, mais ils marquent constamment l'altérité en disant, qui seraient ces Allemands peu civilisés qui continuent à se battre en duel et à se montrer avec leurs cicatrices et à boire de manière excessive. D'accord. Dernière petite question. En plus, est-ce qu'il y a un enjeu à ces duels c'est défendre son honneur, défendre l'honneur de sa corporation, démontrer ses prouesses masculines et viriles. L'enjeu, en fait, c'est pas forcément de battre l'adversaire, parce que comme c'est programmé, il n'y a pas forcément de fin, mais c'est de montrer comment on va réagir. Alors, on est de plus en plus protégé à la fin du XIXe siècle, il n'y a presque que le visage avec protection des yeux, mais presque que le visage, et donc notamment les joues et le front qui peuvent être atteints. Et c'est montrer qu'on est résistant à la douleur. Ne pas pousser un cri, se plier en deux face à la douleur lorsqu'on a reçu son coup de fleuret au visage, pour montrer qu'on sait maîtriser ses émotions, maîtriser son corps. Et ça, c'est un enjeu absolument majeur. Et évidemment, si on est bon duelliste et qu'en plus on sait ne pas se faire toucher, c'est évidemment encore mieux. Et donc il y a des livres où ils comptabilisent à chaque duel le nombre de blessures infligées, le nombre de blessures reçues, etc. C'est très élaboré. Et du coup, vu que vous nous parlez du coup de cette masculinité, ça peut mériter de nous préciser, qui je ne crois n'a pas été précisé pour le moment, ces milieux étudiants sont exclusivement masculins à cette époque. Alors à la fin du XIXe siècle, c'est plus précoce en France qu'en Allemagne. Alors en France, les premières étudiantes arrivent dans les années 1870-1880, elles sont très peu nombreuses. Leur nombre commence réellement à augmenter après 1900. En Allemagne, ça se fait progressivement. Là, encore une fois, comme il n'y a pas de ministère fédéral qui gère les questions d'éducation, c'est chaque État qui compose l'Empire qui progressivement accepte que les femmes puissent s'inscrire à l'université. Le premier, c'est le Grand-Duché de Bade en 1900. Et il faut attendre 1909 pour que le dernier État de l'Empire accepte les femmes dans son université. Mais en 1908, il y a eu la Prusse, et comme je disais, 10 universités sur 21, donc ça permet... mais il y a en fait plus d'une décennie d'écart entre l'augmentation du nombre d'étudiantes en France qu'en Allemagne. Et ces étudiantes sont exclues de la quasi-totalité des organisations, pas toutes, mais bien souvent fondent leur propre association d'étudiantes entre elles pour se retrouver et là aussi progressivement défendre leurs intérêts. Et ça commence à changer dans l'entre-deux-guerres, mais par exemple les corporations étudiantes allemandes restent pour leur quasi-totalité exclusivement masculines. Ces milieux étudiants, donc c'est un milieu de réseau. On l'a pu le voir à plusieurs moments, en partie. Quel était le rôle de ces associations étudiantes dans la structuration de ce dit monde étudiant c'est ce que j'essaie de montrer, c'est qu'elles sont de plus en plus importantes, elles jouent un rôle de plus en plus important. Il y a un phénomène de diversification. Là, j'ai parlé des associations générales en France, mais il y a aussi donc, des associations, des groupes politiques, encore une fois de toutes les tendances. À partir du début des années 1900, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui de manière parfois un peu rapide les corpos. Alors particulièrement, donc c'est les associations corporatives des étudiants en médecine, des étudiants en pharmacie, un peu plus tardivement des étudiants en droit. Elles gagnent beaucoup d'importance dans l'entre-deux-guerres. En Allemagne, j'ai parlé que des corporations ou presque jusqu'à présent, mais à l'extrême fin du 19e et dans les premières années du 20e siècle, là aussi, de nouvelles formes d'organisation plus libres. Il y a notamment ce qui s'appelle la Freistudentenschaft, qui veut littéralement dire la communauté des étudiants libres, qui s'oppose frontalement aux corporations, qui refusent le duel, qui refusent les beuveries, qui veulent une vie étudiante plus moderne. Et une diversification qui, là, prend tout son essor dans les années 1920 avec la République de Weimar, et c'est une vie étudiante beaucoup plus libre. Et donc, un rôle de plus en plus important, même s'il n'y a jamais 100% d'étudiants qui font partie d'une association, évidemment, une organisation quelconque. Évidemment, ça reste une partie plus ou moins importante, souvent plus importante en Allemagne qu'en France, qui fait vivre
ce milieu étudiant. Mais encore une fois, on peut être concerné par les mobilisations ou les activités proposées par les organisations sans forcément en être membre et encore moins s'y investir activement. Mais elles commencent à jouer un rôle évidemment important. D'accord. Donc nous avions une question du coup sur comment ces associations elles ont permis de diffuser ces idéologies politiques et sociales. On a quand même beaucoup répondu de façon éparpillée par vite de question. Peut-être vous pouvez recondenser tout ça et nous expliquer concrètement comment elles le font. Alors, encore une fois, là, c'est très varié selon le type d'organisation, que ce soit une association générale ou corporative en France ou une corporation étudiante en Allemagne qui officiellement ne défend pas un parti politique, n'est pas affilié à un parti politique, mais qui très largement se satisfont de l'ordre social et politique en place, et qui donc là vont incarner le républicanisme en France, le système impérial en Allemagne, et progressivement une fragmentation avec la multiplication et dans l'entre-deux-guerres la montée en puissance des organisations politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite, où là c'est plutôt on va choisir son affiliation politique en rejoignant une organisation ouvertement politique, et évidemment par exemple en Allemagne, rejoindre l'association des étudiants républicains, ça a un poids en 1920 et tout au long de la République de Weimar, puisqu'il y a un maintien d'organisations nationalistes à divers degrés, mais le plus souvent anti-républicaines. Il y a un poids de l'anti-républicanisme évidemment parmi le milieu étudiant, comme dans le monde intellectuel allemand et universitaire allemand plus généralement. Est-ce qu'il y a une forme de coordination entre les associations étudiantes à une échelle nationale, notamment en France? Alors, mais dans les deux pays, en fait. Dans les deux pays. Alors, en France, la réponse est plus simple. Alors, effectivement, il y a des tentatives, il y a des liens entre ces associations générales et ces associations corporatives dès les années 1880, 90, début 1900. Il y a une formalisation. La première formalisation, c'est le premier congrès national des étudiants de France qui se tient à Lille en 1907. Et lors de ce congrès est fondée l'Union nationale des associations d'étudiants de France, donc l'UNAF, qui regroupe progressivement toutes les associations générales et qui se maintient dans le temps, puisque cette Union nationale des associations d'étudiants de France, donc UNAF, est transformée officiellement lors du fameux congrès de Grenoble de 1946 en UNEF, en un syndicat. Alors en fait, elle n'a pas la forme légale. L'UNEF n'a pas la forme légale d'un syndicat, ça reste une association de loi 1901, mais changement donc changement de dynamique, on entre vraiment dans une autre période. En Allemagne, les rassemblements, les confédérations, si on veut, fédérations, unions, se font par type de corporation. Il va y avoir la Fédération nationale des Burschenschaften, la Fédération nationale des corporations catholiques, etc., etc. Et ça existe dès les années 1880 et ça monte en puissance au cours des années 1900 où l'enjeu national vraiment commence à s'imposer. Et il y a un changement, et là pour le coup l'Allemagne est plus nationalisée d'une certaine manière à partir de 1919 où il y a la Deutsche Studentenschaft qui est créée, qui est officiellement l'organe national représentatif des étudiants, reconnu, créé par l'État et qui a ses organes locaux dans chacun des établissements d'enseignement supérieur du pays. Donc il y a un vrai poids de cette structuration nationale au tournant du 19e, 20e. D'accord, donc comme on a pu le voir, et encore là, ces influences sont présentes partout dans le paysage étudiant. Est-ce que du coup elles ont un impact dans l'engagement est-ce qu'elles ont un impact dans l'engagement étudiant sur la vie politique, culturelle de leur pays respectifs? Alors, c'est mesurer l'effet concret des mobilisations étudiantes est difficile. Ce qui est certain, c'est que elles font partie, à partir là encore une fois de ce tournant 19e, 20e siècle véritablement. On trouve dans les quotidiens, les journaux régionaux, beaucoup plus peut-être qu'aujourd'hui, ce que font les étudiants, les mobilisations étudiantes, les soirées ou en tout cas les manifestations culturelles organisées par les étudiants. Ça a un poids local et en partie national. Et ensuite, ça va être plutôt on pourra en reparler, dans des trajectoires aussi individuelles, où l'engagement au sein d'une organisation étudiante, quelle qu'elle soit,
a pu permettre de, comme c'est encore le cas aujourd'hui, évidemment, se faire les armes et de gagner en expérience, de se positionner, de se former un ensemble d'activités très pratiques du monde politique, par exemple, qui peuvent être réinvesties, réutilisées dans des carrières postérieures. Donc il y a un rôle, mais peut-être à la fois au moment où elles existent, où elles réalisent leurs activités, et ensuite d'un point de vue biographique, parfois plus indirect ou décalé chronologiquement. D'accord. Est-ce que ces expériences étudiantes, elles ont, de cette période en particulier, ont permis de préfigurer les grands mouvements étudiants du XXe siècle? Alors, d'une certaine manière, on peut répondre facilement oui, parce qu'il n'y a pas de... Il y a un certain nombre de ruptures. La plupart des organisations cessent de fonctionner ou fonctionnent au ralenti pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup sont dissoutes. En Allemagne, elles sont toutes dissoutes entre 1933 et 1935, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, sous le nazisme. Beaucoup, en tout cas certaines, se recréent à la fin de la guerre, en tout cas celles qui sont... sur le territoire de l'Allemagne de l'Ouest. Elles ont contribué à former un milieu étudiant, à une routine de ce que c'est que la vie étudiante, qui n'est pas que aller théoriquement écouter des cours et rédiger des travaux, mais à créer une vie étudiante mobilisée de quelque manière que ce soit. Et donc, indirectement, ça a eu un effet, et puis la continuité de l'UNEF, UNEF par exemple, montre qu'il y a pu avoir des effets beaucoup plus concrets sur le long terme, même si évidemment, avec la transformation des systèmes, des milieux universitaires après la Seconde Guerre mondiale, et notamment à partir des années 1960-1970, le contexte est tout à fait différent. Mais quand l'UNEF s'engage pour les étudiants pendant la guerre d'Algérie pour éviter que trop soit incorporé et envoyé en Algérie, ils puissent directement dans le répertoire d'action qui a été développé progressivement à partir du tournant du 19e, 20e siècle. D'accord. On a pu voir que du coup il y a quand même beaucoup de différences selon les associations étudiantes et les mouvements étudiants aussi. Est-ce qu'on peut parler d'une culture politique proprement étudiante à cette époque? En tout cas, certains essayent en tant qu'étudiants, faire vivre une sorte de politique étudiante. C'est évident. Alors certains cherchent déjà à avoir un pied dès les années 1900, quand ça commence à se normaliser, un pied dans la vraie politique, entre guillemets, en tout cas le milieu électoral, etc., sans être forcément candidat, mais en s'insérant déjà dans des partis, pas simplement des organisations de jeunesse. Mais oui, il y a une naissance d'une sorte de politique étudiante qui n'est pas forcément partisane, justement, mais qui naît au cours des années 1900 et qui se déploie au cours des décennies suivantes. Est-ce que votre recherche sur les mouvements de jeunesse franco-allemands vous ont donné l'envie d'élargir ce spectre de recherche à toute l'Europe? Alors, ça sera une ambition, évidemment. J'ai évidemment lu sur ce qui se passe en Italie, en Grande-Bretagne, dans certains pays d'Europe de l'Est, etc., où des mouvements étudiants, soit également très organisés, soit plus lâches, existent également à partir du 19e siècle. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que à partir des années 1890, forment des relations européenne et internationale d'étudiants. Alors il y a deux volets, il y a un volet plus religieux, alors notamment avec les mouvements protestants, proches de la YMCA états-unienne, où il y a une fédération d'étudiants chrétiens qui est fondée en 1895, et sinon, d'un point de vue ni religieux ni partisan politiquement, en 1898 est fondée à Turin la Fédération internationale des étudiants, dite Corda Fratres, qui perdure jusqu'à 1914, jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui est remplacée en 1919 par une Confédération internationale des étudiants qui est fondée à Strasbourg, mais se met en place un réseau international d'étudiants, alors pas forcément toujours très revendicatif, mais apprendre à se connaître les différents systèmes universitaires, alors d'abord principalement dans le monde occidental bien sûr, mais aussi parfois plus généralement. Et il y a également des
organisations internationales d'étudiants directement au niveau local qui cherchent à se faire connaître les étudiants nationaux des étudiants étrangers et dans ce cadre-là également impliqué dans la Fédération internationale des étudiants. Je travaille surtout sur les Cosmopolitan Clubs qui sont des associations internationales fondées au cours de la décennie 1900 dans les établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis, et qui cherchent à tisser des liens. Alors eux sont surtout en lien avec des étudiants soit asiatiques, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants japonais et chinois aux États-Unis à cette époque-là, soit de l'empire états-unien, à partir du moment où ils récupèrent la Philippine notamment, beaucoup de Philippins, etc., et qui cherchent à tisser des liens, et qui réussissent à établir des liens avec les étudiants européens, avant comme après la Première Guerre mondiale. Donc un sujet intéressant à travailler. Est-ce que votre sujet est déclinable du point de vue de la micro-histoire? Est-ce qu'en étudiant le fonctionnement d'une association étudiante du 19e, 20e siècle, on peut comprendre le fonctionnement global des autres associations de l'époque, même si on l'a vu, il y a différentes raisons? Alors justement, non, ou en tout cas pas, enfin, très partiellement. Alors c'est sûr que si on étudie une association générale des étudiants des années 1880-1900, on peut avoir une idée de, si on étudie celle de Dijon, de savoir comment fonctionnait celle de Poitiers ou de Besançon. Mais moi, j'ai justement cherché à montrer que non seulement il fallait travailler sur différentes villes, parce qu'en France, bon, il y a l'ultra-centralisation de Paris, mais en Allemagne, c'est pareil, entre une grosse université comme celle de Berlin, une université prestigieuse ancienne comme celle de Bonn, ou encore plus de Heidelberg, ou une toute petite université comme celle de Rostock, la vie étudiante ne fonctionne pas de la même manière. Donc il fallait diversifier les lieux, comparer les lieux, mais aussi comparer les types d'associations, parce qu'on retrouve des dynamiques communes, mais essayer de comprendre ce fonctionnement et comment et surtout moi ce qui m'intéresse, c'est comment elles interagissent les unes avec les autres. Et c'est dans cette interaction que se construit ce milieu étudiant, cette politique étudiante dont on parlait au cours de ces décennies et de celles qui suivent. Il y a un jeu de concurrence très net qui se met en place entre elles. D'accord. Et maintenant, le mot de la fin, si je puis dire, avant de conclure cette première partie, est-ce qu'en travaillant sur la jeunesse, les étudiants d'hier, on peut réussir peut-être à mieux comprendre ceux d'aujourd'hui, ou du moins les dynamiques et les mouvements qu'on peut voir aujourd'hui? Alors, terme à terme, évidemment non. Évidemment, le monde étudiant du XXIe siècle n'a absolument rien à voir, disons des années 2020 n'a absolument rien à voir avec celui des années 1920, qui était déjà lui-même en partie assez différent de celui des années 1880. Mais évidemment, avec la massification universitaire au cours du second XXe siècle, la diversification des profils d'étudiants, avec la diversification des types d'établissements. Il y a certes les universités, mais il y a les IUT et autres formations universitaires. La diversification des cursus plus courts, cursus longs, etc. Il y a un éclatement de la population étudiante qui rend difficile de comparer avec ce que c'était un siècle ou un siècle et demi auparavant. Il n'empêche que lors des grandes mobilisations, on peut essayer de comprendre en voyant le travail de mobilisation qui a été réalisé par ces étudiants très engagés de la fin du 19e ou de la première moitié du 20e siècle, que ce travail de mobilisation et de construction du groupe peut être épisodiquement réactivé pour chercher à mobiliser ses camarades, soit sur des questions strictement étudiantes et universitaires, soit, comme ça a été beaucoup le cas ces dernières années, et avec une réussite bien plus forte en France que dans d'autres pays, à commencer par l'Allemagne, sur des questions plus larges. On peut penser aux mobilisations étudiantes sur les questions de retraite ou de politique plus générale, par exemple. D'accord, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir répondu à nos questions. Pour vous, c'est la fin de cette première partie. Vous aurez la deuxième peut-être une semaine après. Nous verrons comment nous organiserons. Avec M. Dubois, nous ne quittons pas vu que nous allons tourner la seconde partie sur des personnes intéressantes de cette époque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou même des idées de prochains sujets à aborder. Merci beaucoup. Merci.